Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour vous parler d'une des dernières news qui est tombée concernant le cinéma, plus précisément Hollywood, et qui pourrait annoncer de grandes transformations du côté du 7e art. Vous l'avez peut-être déjà vu passer, il se trouve que Scarlett Johansson vient d'attaquer en justice Disney. Alors, c'est pas anodin, tout simplement parce que plusieurs choses. Déjà, il arrive de tout temps, depuis des années, c'est très courant, que des stars portent plainte ou soit, on va dire, en négociation, bref, et des conflits avec les studios avec lesquels elles travaillent. Ça, c'est monnaie courante, on va dire. En revanche, la plainte qu'a déposée Johansson et la manière dont elle l'a rendue publique font que là, on a affaire à un autre truc et ça pourrait avoir des conséquences assez dingues. Je m'explique. Scarlett Johansson, c'est donc l'interprète de Natasha Romanoff, une des Avengers, une des stars les plus connues au monde, et donc elle était sous contrat pour Disney, et ce qu'elle stipule, ce qu'elle dit, elle, dans l'article du Wall Street Journal qui a sorti justement le fait qu'elle ait posé plainte, ce qu'elle dit en gros, c'est, elle devait être payée une certaine somme pour jouer dans le film, mais en plus de ça, elle avait des bonus, tout simplement, sur le nombre d'entrées en salle. Or, ce bon Black Widow n'est pas seulement sorti au cinéma. En tout cas, aux États-Unis, il est sorti simultanément au cinéma et sur Disney+, sur une plateforme maison de chez Disney, sur lequel les abonnés devaient payer un supplément de $30 pour avoir accès au film en même temps qu'il sortait dans les salles obscures. Et ce que nous dit Scarlett Johansson, c'est que cette politique-là, elle a été responsable tout simplement de l'énorme baisse des ventes de tickets de cinéma, et que donc, qui dit énorme baisse des tickets de cinéma, dit un pourcentage moins important pour elle. Et justement, ce qu'elle et ses avocats prétendent, c'est que le manque à gagner pour Scarlett Johansson pourrait atteindre les $50 millions. Alors ce chiffre, il ne vient pas, il n'est pas tombé par magie, tout simplement il vient du fait que ce bon Robert Downey Jr., c'est la somme qu'il avait réussi à amasser, paraît-il, grâce uniquement au pourcentage sur les recettes qu'il avait sur le film Avengers Endgame. Donc on peut effectivement douter de la capacité du film Black Widow, quand bien même c'est un gros blockbuster, à taper le score de Endgame, mais néanmoins on voit bien qu'il y a un enjeu énorme pour de grosses stars à réussir dans leur contrat, à signifier, à avoir un pourcentage sur les recettes. Mais justement, ça peut évidemment être transformé par l'avènement des plateformes, parce que, et on vous l'a déjà dit plein de fois ici, les plateformes, que ce soit Disney+, que ce soit Netflix, que ce soit HBO Max de Warner, ou Paramount+, etc., elles ont une certaine capacité à faire une relative opacité de leurs données. De même, si on peut éventuellement réussir à savoir si un film est très visionné ou pas, si vous êtes abonné sur une plateforme, vous ne rapportez pas des sous en regardant un film. La vraie question, le nerf de la guerre, c'est combien il y a de nouveaux abonnements. Et donc voilà, ça devient extrêmement compliqué, on va dire, à compter, à décompter, et donc à traduire en intéressement pour les stars, donc tout le monde est un peu tendu. Et surtout, ça se passe à un moment où il faut bien le voir, pour ces grands studios, pour ceux qui sont en général des énormes multinationales, l'enjeu des plateformes, que ce soit Netflix, que ce soit Apple TV+, que ce soit Amazon Prime, que ce soit les plateformes des studios maison, eh bien, pour eux, l'enjeu, c'est tout d'un coup de réussir à devenir des modèles, on va dire, verticalement intégrés, qui n'ont plus à négocier avec, tout simplement, une salle de cinéma, un distributeur extérieur, bref, d'autres agents économiques qui les amènent, tout simplement, à diviser leurs recettes et donc leurs bénéfices. Et voilà, c'est vraiment tout ça qui se joue ici. Et il faut bien voir que la plainte que vient de porter Scarlett Johansson a généré d'autant plus d'attention que, fait rare, pour ne pas dire exceptionnel, Disney s'est complètement planté dans sa communication. Mais alors, totalement planté. Ils ont répondu à la plainte de Scarlett Johansson via un communiqué de presse, on va dire, extrêmement agressif, où il l'a présenté comme elle, clairement, manquant de vertu et se comportant de manière très basse et insensible, on va dire, aux effets de la crise engendrée par la Covid-19, ce qui est quand même extrêmement ironique quand on sait combien Disney, avec Disney+, a décidé littéralement d'abandonner les cinémas américains en race campagne. Donc déjà, c'est un peu étonnant. Et surtout, Disney a fait quelque chose qui, en termes de courtoisie professionnelle dans le milieu hollywoodien, est considéré comme une ligne jaune, une ligne à ne pas dépasser. Ils ont révélé combien ils avaient jusqu'à présent déjà payé Scarlett Johansson, à savoir $20 millions. Ça va, c'est pas mal. Et voilà, ce qui est considéré comme quelque chose tout simplement qui ne se fait pas d'habitude. Autant il y a des comédiens qui parlent de manière assez transparente de ce qu'ils gagnent, il y a des fois des infos qui fuitent, mais en gros, un studio ne dit pas, ne révèle pas contre son gré combien il paye ses stars. Donc, la réponse de Disney a été perçue assez unanimement comme agressive, vacharde, malvenue et, on va dire, complètement à côté de ses plaques, ce qui est rarissime dans le cas du studio, tant et si bien que maintenant, on va dire, un ancien journaliste du Hollywood Reporter annonce que Emma Stone, mais également Emily Blunt, pourraient rejoindre Scarlett Johansson dans sa plainte, et elles aussi, pour leurs films respectifs, c'est-à-dire Cruella et Jungle Cruise, demander à ce qu'on compense, quoi, en gros, ce qu'elles n'auraient pas gagné. Mais
il faut bien voir que c'est un mouvement qui peut être assez profond et qui en fait est en train de bouillonner depuis quelques temps. On ne connaît pas encore tous les détails, mais on sait que par exemple Warner a vraiment été ultra proactif quand ils ont décidé de basculer tout leur catalogue 2021 sur la plateforme HBO Max aux États-Unis. Hein. Je pense notamment à Mortal Kombat, à Godzilla vs Kong, bientôt à Dune. Bref, quand ils ont opté pour ces sorties hybrides, on sait qu'il y a eu un travail légal et un travail d'avocat avec leur talent qui a pris beaucoup de temps, qui a été long, qui a été compliqué, mais qui manifestement jusqu'à présent semble tenir. On sait que Emily Blunt et John Krasinski, qui sont non seulement comédiens, mais qui sont également, on va dire, le couple qui est derrière la manœuvre, qui sont les créateurs de la franchise Sans un bruit, et donc avec récemment Sans un bruit 2, on sait également qu'ils ont mené des discussions très rudes avec Paramount, et que ça a bien failli, notamment à un moment, mettre fin à la franchise sur comment est-ce qu'ils allaient exploiter, justement, sous quel format et avec quelle rétribution pour eux, leur film. Et donc on voit que c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est un sujet qui devient extrêmement important, parce que tout simplement dans un système où les studios deviennent de plus en plus puissants et de plus en plus capables de, on va dire, d'être les seuls à générer, à avoir le tuyau des recettes, ça fait évidemment monter les tensions. Et pourquoi est-ce que ça les fait d'autant plus monter? Les comédiens, ils sont dans une situation, alors certes, qui me semblait très puissante, parce que ce sont des stars, parce qu'ils sont très connus, parce que si à un moment ils se dressent contre le studio, il y a une capacité à faire des étincelles qui est notable. Néanmoins, il faut déjà voir un truc, c'est que tous les comédiens ne sont pas des stars, hélas. Mais surtout, aux États-Unis, le syndicat des acteurs, qui est la Screen Guild Actors of America, bref, le syndicat unique des acteurs hollywoodiens ne reconnaît pas le droit de grève. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de dire collectivement, nous, on veut négocier ça, et si on n'arrive pas à négocier ça collectivement, on se met en grève. Littéralement, ils n'ont pas le droit, leur syndicat ne reconnaît pas le droit de grève. Et justement, c'est pour ça que tout le monde regarde de très près ce qui se passe et ce qui va arriver avec la plainte de Scarlett Johansson, et que d'autres professions se posent évidemment la question de comment réagir, parce que il faut bien penser aux scénaristes également là-dedans. Rappelez-vous, le dernier grand soubresaut, on va dire, qui a été le fruit de négociations justement sur comment devaient fonctionner les rétributions, les salaires, c'était en 2007, lorsqu'il y avait eu la grève des scénaristes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous vous souvenez pas, tout simplement, il se trouve que pendant plus de 100 jours, Hollywood a été totalement paralysé. Parce qu'en gros, le système, alors je vais pas vous faire tout un historique, ce serait trop long et fastidieux, mais en gros, le système des syndicats américains, des guildes, en fait, fait que, grosso modo, si la guilde se met en grève, vous ne pouvez pas embaucher un scénariste. Quand bien même il ne serait pas dans la guilde, et si jamais quelqu'un venait bosser sur votre production comme scénariste sans être à la guilde, en gros, il ne retrouvera jamais de boulot. Donc, littéralement, pendant plus de 100 jours, Hollywood a été totalement paralysé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les scénaristes voulaient que dans leur tarot, dans leurs tarifs, dans la manière dont ils étaient payés, soit pris en compte les ventes de DVD, mais également ce qui commençait à naître, à savoir à l'époque la VOD, pas encore la SVOD, mais l'avènement du streaming légal. Et donc ça avait été forcément une source de tension très forte. Ça avait eu quand même pour effet de quasiment mettre à l'arrêt l'intégralité de la production de séries. Je ne sais pas si vous imaginez, mais une plateforme comme Disney+, ou comme Amazon ou comme Netflix, la perspective de voir un arrêt de la production des séries, ce que ça peut faire, ça avait ralenti, mis à l'arrêt quantité de tournage de blockbusters, ça avait été un truc très puissant et qui avait amené justement à une refonte complète, on va dire, de la remontée de recettes pour les scénaristes américains. Donc évidemment, maintenant que Scarlett Johansson a mis son gun sur la table et dit écoutez Disney, moi je suis pas d'accord avec comment je suis payé, on va aller en justice, on va voir ça, et surtout qu'elle l'amène publiquement, on va voir est-ce que ça va changer le fonctionnement des studios par rapport à leur plateforme. Est-ce que ça peut véritablement même changer le fonctionnement des syndicats aux États-Unis? C'est une vraie question, bien au-delà de la question de savoir, parce que on vous a vu sur le site, vous êtes plein à vous arracher les cheveux, à vous dire mais est-ce qu'elle mérite d'avoir plus d'argent, est-ce qu'elle mérite d'avoir autant d'argent ou pas ou quoi? Non, en fait, c'est pas notre question. De toute façon, ce que vous en pensez, ce que j'en pense, n'aura aucune incidence sur cette situation. On s'en moque. A priori, non, Scarlett Johansson n'a pas besoin de beaucoup plus d'argent. Enfin, j'ai pas l'impression, mais c'est pas ça. La vraie question, c'est comment des studios qui deviennent de plus en plus puissants, qui maîtrisent de plus en plus de A à Z la fabrication des œuvres, la production des films et des séries, comment faire en même temps pour qu'ils soient un minimum tenus d'interagir avec les autres secteurs économiques, avec les autres agents économiques, et tout simplement comment créer des rapports qui soient plus d'autonomie et de négociation que d'interdépendance. Donc voilà, je pense que c'est une question qui est très intéressante, qui va évidemment falloir suivre de très près, parce que tout simplement là, tout Hollywood bouillonne en se demandant quelle va être l'issue légale, est-ce qu'il y aura
des accords, etc. Bref, on est super intéressé par ce sujet. J'espère que ça vous a branché, que vous aurez plaisir à nous voir, vous en recauser à nouveau. On vous a mis en description de cette vidéo toutes les news qu'on a fait sur le sujet, sur Écran Large, parce qu'il y en a plein, et il y a plein de sujets et de projets de films que ça peut toucher et influencer. Ensuite, j'espère que vous allez partager cette vidéo, que vous allez la commenter, que vous allez nous mettre un pouce en l'air, que vous allez nous dire plein de gentilles choses, plein de méchantes choses aussi. N'hésitez pas à insulter ma maman, parce que moi, je m'occupe de la vôtre. Gros bisous.